Puis elle avait d'étranges idées. Quand minuit sonnera, disait-elle, tu penseras à moi. Et, s'il avouait n'y avoir point songé, c'étaient des reproches en abondance, et qui se terminaient toujours par l'éternel mot. M'aimes-tu? Mais oui, je t'aime, répondait-il. Beaucoup? Certainement. Tu n'en as pas aimé d'autres, hein? Crois-tu m'avoir pris vierge? Exclamait-il en riant. Emma pleurait, et il s'efforçait de la consoler, enjolivant de calembours ses protestations. Oh! C'est que je t'aime. Reprenait-elle, je t'aime à ne pouvoir me passer de toi, sais-tu bien? J'ai quelquefois des envies de te revoir où toutes les colères de l'amour me déchirent. Je me demande. Où est-il? Peut-être il parle à d'autres femmes? Elle lui sourit, il s'approche. Oh! Non, n'est-ce pas, aucune ne te plaît? Il y en a de plus belles, mais, moi, je sais mieux aimer. Je suis ta servante et ta concubine. Tu es mon roi, mon idole. Tu es bon. Tu es beau. Tu es intelligent. Tu es fort. Il s'était tant de fois entendu dire ces choses, qu'elle n'avait pour lui rien d'original. Emma ressemblait à toutes les maîtresses, et le charme de la nouveauté, peu à peu tombant comme un vêtement, laissait voir à nu l'éternelle monotonie de la passion, qui a toujours les mêmes formes et le même langage. Et ne distinguait pas, cet homme si plein de pratique, la dissemblance des sentiments sous la parité des expressions. Parce que des lèvres libertines ou vénales lui avaient murmuré des phrases pareilles, il ne croyait que faiblement à la candeur de celle-là, on en devait rabattre, pensait-il, les discours exagérés cachant les affections médiocres, comme si la plénitude de l'âme ne débordait pas quelquefois, par les métaphores les plus vides, puisque personne, jamais, ne peut donner l'exacte mesure de ses besoins, ni de ses conceptions, ni de ses douleurs, et que la parole humaine est comme chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles. Mais, avec cette supériorité de critique appartenant à celui qui, dans n'importe quel engagement, se tient en arrière, Rodolphe aperçut en cet amour d'autres jouissances à exploiter. Il jugea toute pudeur incommode. Il la traita sans façon. Il en fit quelque chose de souple et de corrompu. C'était une sorte d'attachement idiot plein d'admiration pour lui, de volupté pour elle, une béatitude qui l'engourdissait, et son âme s'enfonçait en cette ivresse et s'y noyait, ratatinée, comme le duc de Clarence dans son tonneau de Malvoisie. Par l'effet seul de ses habitudes amoureuses, Madame Bovary changea d'allure. Ses regards devinrent plus hardis, ses discours plus libres, elle eut même l'inconvenance de se promener avec Monsieur Rodolphe, une cigarette à la bouche, comme pour narguer le monde. Enfin, ceux qui doutaient encore ne doutèrent plus quand on la vit, un jour, descendre de l'hirondelle, la taille serrée dans un gilet, à la façon d'un homme, et Madame Bovary mère, qui, après une épouvantable scène avec son mari, était venue se réfugier chez son fils, ne fut pas la bourgeoise la moins scandalisée. Bien. D'autres choses lui déplurent. D'abord Charles n'avait point écouté ses conseils, pour l'interdiction des romans, puis, le genre de la maison lui déplaisait, elle se permit des observations, et l'on se fâcha, une fois surtout, à propos de Félicité. Madame Bovary mère, la veille au soir, en traversant le corridor, l'avait surprise dans la compagnie d'un homme, un homme à collier brun, d'environ 40 ans, et qui, au bruit de ses pas, s'était vite échappé de la cuisine. Alors Emma se prit à rire, mais la bonne dame s'emporta, déclarant qu'à moins de se moquer des mœurs, on devait surveiller celles des domestiques. « De quel monde êtes-vous » dit la bru, avec un regard tellement impertinent que Madame Bovary lui demanda si elle ne défendait point sa propre cause. « Sortez » fit la jeune femme se levant d'un bond. « Emma. Maman » s'écriait Charles pour les rapatrier. Mais elles s'étaient enfuies toutes les deux dans leur exaspération. Emma trépignait en répétant « Ah! Quel savoir-vivre! Quelle paysanne !» Il courut à sa mère, elle était hors des gonds, elle balbutiait. « C'est une insolente. Une évaporée. Pire, peut-être.
et elle voulait partir immédiatement, si l'autre ne venait lui faire des excuses. Charles retourna donc vers sa femme et la conjura de céder, il se mit à genoux, elle finit par répondre. Soit. J'y vais. En effet, elle tendit la main à sa belle-mère, avec une dignité de marquise, en lui disant. Excusez-moi, madame. Puis, remontée chez elle, Emma se jeta tout à plat ventre sur son lit, et elle y pleura comme un enfant, la tête enfoncée dans l'oreiller. Ils étaient convenus, elle et Rodolphe, qu'en cas d'événement extraordinaire, elle attacherait à la persienne un petit chiffon de papier blanc, afin que, si par hasard il se trouvait à Yonville, il accourut dans la ruelle, derrière la maison. Emma fit le signal, elle attendait depuis 3/4 d'heure, quand tout à coup elle aperçut Rodolphe au coin des halles. Elle fut tentée d'ouvrir la fenêtre, de l'appeler, mais déjà il avait disparu. Elle retomba désespérée. Bientôt pourtant il lui sembla que l'on marchait sur le trottoir. C'était lui, sans doute, elle descendit l'escalier, traversa la cour. Il était là, dehors. Elle se jeta dans ses bras. Prends donc garde, dit-il. Ah, si tu savais, reprit-elle. Et elle se mit à lui raconter tout, à la hâte, sans suite, exagérant les faits, en inventant plusieurs, et prodiguant les parenthèses si abondamment qu'il n'y comprenait rien. Allons, mon pauvre ange, du courage, console-toi, patience. Mais voilà 4 ans que je patiente et que je souffre. Un amour comme le nôtre devrait s'avouer à la face du ciel. Ils sont à me torturer. Je n'y tiens plus. Sauve-moi. Elle se serrait contre Rodolphe. Ses yeux, pleins de larmes, étincelaient comme des flammes sous l'onde, sa gorge altéa. Coup rapide, jamais il ne l'avait tant aimée, si bien qu'il en perdit la tête et qu'il lui dit. Que faut-il faire? Que veux-tu? Emmène-moi, s'écria-t-elle. Enlève-moi. Oh, je t'en supplie. Et elle se précipita sur sa bouche, comme pour y saisir le consentement inattendu, qui s'en exhalait dans un baiser. Mais, reprit Rodolphe. Quoi donc? Et ta fille? Elle réfléchit quelques minutes, puis répondit. Nous la prendrons, tant pis. Quelle femme? Se dit-il en la regardant s'éloigner. Car elle venait de s'échapper dans le jardin. On l'appelait. La mère Bovary, les jours suivants, fut très étonnée de la métamorphose de sa bru. En effet, Emma se montra plus docile, et même poussa la déférence, jusqu'à lui demander une recette pour faire mariner des cornichons. Était-ce afin de les mieux duper l'un et l'autre? Ou bien voulait, elle, par une sorte de stoïcisme voluptueux, sentir plus profondément l'amertume des choses, qu'elle allait abandonner? Mais elle n'y prenait garde, au contraire, elle vivait comme perdue dans la dégustation anticipée de son bonheur prochain. C'était, avec Rodolphe, un éternel sujet de causerie. Elle s'appuyait sur son épaule, elle murmurait. Quand nous serons dans la malle-poste. Y songes-tu? Est-ce possible? Il me semble qu'au moment où je sentirai la voiture s'élancer, ce sera comme si nous montions en ballon, comme si nous partions vers les nuages. Sais-tu que je compte les jours? Et toi? Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque, elle avait cette indéfinissable beauté, qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès, et qui n'est que l'harmonie du tempérament avec les circonstances. Ses convoitises, ses chagrins, l'expérience du plaisir, et ses illusions toujours jeunes, comme font aux fleurs le fumier, la pluie, les vents et le soleil, l'avaient par gradation développée, et elle s'épanouissait enfin dans la plénitude de sa nature. Ses paupières semblaient taillées tout exprès pour ces longs regards amoureux où la prunelle se perdait, tandis qu'un souffle fort écartait ses narines minces et relevait le coin charnu de ses lèvres, qu'ombrageait à la lumière un peu de duvet noir. On eût dit qu'un artiste habile en corruption avait disposé, sur sa nuque, la torsade de ses cheveux. Ils s'enroulaient en une masse lourde, négligemment, et selon les hasards de l'adultère, qui les dénouait tous les jours. Sa voix, maintenant, prenait des inflexions plus molles, sa taille aussi,
quelque chose de subtil qui vous pénétrait se dégageait même des draperies de sa robe et de la cambrure de son pied. Charles, comme au premier temps de son mariage, la trouvait délicieuse et tout irrésistible. Quand il rentrait au milieu de la nuit, il n'osait pas la réveiller. La veilleuse de porcelaine arrondissait au plafond une clarté tremblante, et les rideaux fermés du petit berceau faisaient comme une hutte blanche, qui se bombait dans l'ombre, au bord du lit. Charles les regardait. Il croyait entendre l'haleine légère de son enfant. Elle allait grandir maintenant, chaque saison, vite, amènerait un progrès. Il la voyait déjà revenant de l'école à la tombée du jour, toute rieuse, avec sa brassière tachée d'encre, et portant au bras son panier, puis il faudrait la mettre en pension, cela coûterait beaucoup, comment faire? Alors, il réfléchissait. Il pensait à louer une petite ferme au environ, et qu'il surveillerait lui-même, tous les matins, en allant voir ses malades. Il en économiserait le revenu, il le placerait à la caisse d'épargne, ensuite il achèterait des actions, quelque part, n'importe où, d'ailleurs, la clientèle augmenterait, il y comptait, car il voulait que Berthe fût bien élevée, qu'elle eût des talents, qu'elle apprit le piano. Ah! Qu'elle serait jolie, plus tard, à 15 ans, quand, ressemblant à sa mère, elle porterait comme elle, dans l'été, de grands chapeaux de paille. On les prendrait de loin pour les deux sœurs. Il se la figurait travaillant le soir auprès d'eux, sous la lumière de la lampe, elle lui broderait des pantoufles, elle s'occuperait du ménage, elle emplirait toute la maison de sa gentillesse et de sa gaieté. Enfin, il songerait à son établissement. On lui trouverait quelques braves garçons ayant un état solide, il la rendrait heureuse, cela durerait toujours. Emma ne dormait pas, elle faisait semblant d'être endormie, et, tandis qu'il s'assoupissait à ses côtés, elle se réveillait en d'autres rêves. Au galop de 4 chevaux, elle était emportée depuis 8 jours vers un pays nouveau, d'où il ne reviendrait plus. Ils allaient, les bras enlacés, sans parler. Souvent, du haut d'une montagne, ils apercevaient tout à coup quelque cité splendide avec des dômes, des ponts, des navires, des forêts de citronniers et des cathédrales de marbre blanc, dont les clochers aigus portaient des nids de cigognes. On marchait au pas, à cause des grandes dalles, et il y avait par terre des bouquets de fleurs que vous offraient des femmes habillées en corset rouge. On entendait sonner des cloches, hennir les mulets, avec le murmure des guitares et le bruit des fontaines, dont la vapeur s'envolant rafraîchissait des tas de fruits, disposés en pyramide au pied des statues pâles, qui souriaient sous les jets d'eau. Et puis il arrivait, un soir, dans un village de pêcheurs, où des filets bruns séchaient au vent, le long de la falaise et des cabanes. C'est là qu'ils s'arrêteraient pour vivre, ils habiteraient une maison basse, à toit plat, ombragée d'un palmier, au fond d'un golfe, au bord de la mer. Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac, et leur existence serait facile et large. Comme leurs vêtements de soie, toute chaude et étoilée comme les nuits douces qu'ils contempleraient. Cependant, sur l'immensité de cet avenir qu'elle se faisait apparaître, rien de particulier ne surgissait, les jours, tous magnifiques, se ressemblaient comme des flots, et ceux-là se balançaient à l'horizon, infini, harmonieux, bleuâtre et couvert de soleil. Mais l'enfant se mettait à tousser dans son berceau, ou bien Bovary ronflait plus fort, et Emma ne s'endormait que le matin, quand l'aube blanchissait les carreaux, et que déjà le petit Justin, sur la place, ouvrait les auvents de la pharmacie. Elle avait fait venir Monsieur Lheureux et lui avait dit: « J'aurais besoin d'un manteau, un grand manteau, à long collet, doublé. »« Vous partez en voyage ?» demanda-t-il. « Non. Mais, n'importe, je compte sur vous, n'est-ce pas? » Et, vivement, il s'inclina. « Il me faudrait encore, reprit-elle, une caisse. Pas trop lourde. Commode. » « Oui, oui, j'entends, de 92 centimètres environ. Sur 50, comme on les fait à présent. Avec un sac de nuit. » Décidément, pensa Lheureux, il y a du grabuge là-dessous. Étonnée, dit Madame Bovary, en tirant sa montre de sa ceinture, prenez cela, vous vous payerez dessus.
Mais le marchand s'écria qu'elle avait tort, ils se connaissaient, est-ce qu'il doutait d'elle? Quel enfantillage! Elle insista. Cependant pour qu'il prît au moins la chaîne, et déjà l'heureux l'avait mise dans sa poche et s'en allait, quand elle le rappela. Vous laisserez tout chez vous. Quant au manteau, elle eut l'air de réfléchir. Ne la portez pas non plus, seulement, vous me donnerez l'adresse de l'ouvrier, et avertirez qu'on le tienne à ma disposition. C'était le mois prochain qu'il devait s'enfuir. Elle partirait d'Yonville comme pour aller faire des commissions à Rouen. Rodolphe aurait retenu les places, pris des passeports, et même écrié à Paris, afin d'avoir la malle entière jusqu'à Marseille, où ils achèteraient une calèche et, de là, continueraient sans s'arrêter, par la route de Gênes. Elle aurait eu soin d'envoyer chez l'heureux son bagage, qui serait directement porté à l'Hirondelle, de manière que personne ainsi n'aurait de soupçon, et, dans tout cela, jamais il n'était question de son enfant. Rodolphe évitait d'en parler, peut-être qu'elle n'y pensait pas. Il voulut avoir encore 2 semaines devant lui, pour terminer quelques dispositions, puis, au bout de 8 jours, il en demanda 15 autres, puis il se dit malade, ensuite il fit un voyage, le mois d'août se passa, et, après tous ces retards, ils arrêtèrent. Que ce serait irrévocablement pour le 4 septembre, un lundi. Enfin le samedi, l'avant-veille, arriva. Rodolphe vint le soir, plus tôt que de coutume. « Tout est-il prêt ?» lui demanda-t-elle. « Oui. » Alors ils firent le tour d'une plate-bande, et allèrent s'asseoir près de la terrasse, sur la margelle du mur. « Tu es triste ?» dit Emma. « Non, pourquoi ?» Et cependant il la regardait singulièrement, d'une façon tendre. « Est-ce de t'en aller ?» reprit-elle, « de quitter tes affections, ta vie ? Ah, je comprends. Mais, moi, je n'ai rien au monde. Tu es tout pour moi. Aussi je serai tout pour toi, je te serai une famille, une patrie, je te soignerai, je t'aimerai. Que tu es charmante, dit-il en la saisissant dans ses bras. Vrai ? Fit-elle avec un rire de volupté. M'aimes-tu ? Jure-le, donc. Si je t'aime. Si je t'aime. Mais je t'adore, mon amour. La lune, toute ronde et couleur de pourpre, se levait à ras de terre, au fond de la prairie. Elle montait vite entre les branches des peupliers, qui la cachaient de place en place, comme un rideau noir, troué. Puis elle parut, éclatante de blancheur, dans le ciel vide qu'elle éclairait, et alors, se ralentissant, elle laissa tomber sur la rivière une grande tache, qui faisait une infinité d'étoiles, et cette lueur d'argent semblait s'y tordre jusqu'au fond, à la manière d'un serpent, sans tête couvert d'écailles lumineuses. Cela ressemblait aussi à quelque monstrueux candélabre, d'où ruisselaient, tout du long, des gouttes de diamants en fusion. La nuit douce s'étalait autour d'eux, des nappes d'ombre remplissaient les feuillages. Emma, les yeux à demi clos, aspirait avec de grands soupirs le vent frais qui soufflait. Ils ne se parlaient pas, trop perdus qu'ils étaient dans l'envahissement de leur rêverie. La tendresse des anciens jours leur revenait au cœur, abondante et silencieuse comme la rivière qui coulait, avec autant de mollesse, qu'en apportait le parfum des seringas, et projetait dans leurs souvenirs des ombres plus démesurées et plus mélancoliques, que celles des saules immobiles, qui s'allongeaient sur l'herbe. Souvent quelques bêtes nocturnes, hérissons ou belettes, se mettant en chasse, dérangeaient les feuilles, ou bien on entendait par moments une pêche mio qui tombait toute seule de l'espalier. « Ah, la belle nuit !» dit Rodolphe. « Nous en aurons d'autres, » reprit Emma. Et, comme se parlant à elle-même. « Oui, il fera bon voyager. Pourquoi ai-je le cœur triste, cependant ? Est-ce l'appréhension de l'inconnu, l'effet des habitudes quittées, ou plutôt, non, c'est l'excès du bonheur. Que je suis faible, n'est-ce pas ? Pardonne-moi. » Il est encore temps, s'écria-t-il. Réfléchis, tu t'en repentiras peut-être. Jamais, fit-elle impétueusement. Et, en se rapprochant de lui. Quel malheur donc peut-il me survenir ? Il n'y a pas de désert, pas de précipice ni d'océan,
que je ne traverserai avec toi. À mesure que nous vivrons ensemble, ce sera comme une étreinte. Chaque jour plus serrée, plus complète. Nous n'aurons rien qui nous trouble, pas de soucis, nul obstacle. Nous serons seuls, tout. À nous, éternellement. Parle donc, réponds-moi. Il répondait à intervalles réguliers. Oui. Oui. Elle lui avait passé les mains dans ses cheveux, et elle répétait d'une voix enfantine, malgré de grosses larmes qui coulaient. Rodolphe. Rodolphe. Ah. Rodolphe, cher petit Rodolphe. Minuit sonna. Minuit. Dit-elle. Allons, c'est demain. Encore un jour. Il se leva pour partir, et, comme si ce geste qu'il faisait était le signal de leur fuite, Emma, tout à coup, prenant un air gai. Tu as les passeports? Oui. Tu n'oublies rien? Non. Tu en es sûr? Certainement. C'est à l'hôtel de Provence, n'est-ce pas, que tu m'attendras? À midi? Il fit un signe de tête. À demain, donc, dit Emma dans une dernière caresse. Et elle le regarda s'éloigner. Il ne se détournait pas. Elle courut après lui, et, se penchant au bord de l'eau entre des broussailles. À demain, s'écria-t-elle. Il était déjà de l'autre côté de la rivière et marcha vite dans la prairie. Au bout de quelques minutes, Rodolphe s'arrêta, et, quand il la vit avec son vêtement blanc peu à peu s'évanouir dans l'ombre. Comme un fantôme, il fut pris d'un tel battement de cœur, qu'il s'appuya contre un arbre pour ne pas tomber. « Quel imbécile je suis !» fit-il en jurant épouvantablement. N'importe, c'était une jolie maîtresse. Et, aussitôt, la beauté d'Emma, avec tous les plaisirs de cet amour, lui réapparurent. D'abord il s'attendrit, puis il se révolta contre elle. Car enfin, exclamait-il en gesticulant, je ne peux pas m'expatrier, avoir la charge d'une enfant. Il se disait ces choses, pour s'affermir davantage. Et, d'ailleurs, les embarras, la dépense. Ah! Non, non, 1000 fois non. Cela eût été trop bête. 13. À peine arrivé chez lui, Rodolphe s'assit brusquement à son bureau, sous la tête de serre faisant trophée contre la muraille. Mais, quand il eut la plume entre les doigts, il ne sut rien trouver, si bien que, s'appuyant sur les deux coudes, il se mit à réfléchir. Emma lui semblait être reculée dans un passé lointain, comme si la résolution qu'il avait prise venait de placer entre eux, tout à coup, un immense intervalle. Afin de ressaisir quelque chose d'elle, il alla chercher dans l'armoire, au chevet de son lit, une vieille boîte à biscuits de Reims où il enfermait d'habitude ses lettres de femme, et il s'en échappa une odeur de poussière humide et de rose flétrie. D'abord il aperçut un mouchoir de poche, couvert de gouttelettes pâles. C'était un mouchoir à elle, une fois qu'elle avait saigné du nez, en promenade, il ne s'en souvenait plus. Il y avait, auprès, se cognant à tous les angles, la miniature donnée par Emma, sa toilette lui parut prétentieuse, et son regard en coulisses. Du plus pitoyable effet, puis, à force de considérer cette image, et d'évoquer le souvenir du modèle, les traits d'Emma peu à peu se confondirent en sa mémoire, comme si la figure vivante et la figure peinte, se frottant l'une contre l'autre, se fussent réciproquement effacées. Enfin il lut de ces lettres, elles étaient pleines d'explications relatives à leur voyage, courtes, techniques et pressantes comme des billets d'affaires. Il voulut revoir les longues, celles d'autrefois, pour les trouver au fond de la boîte. Rodolphe dérangea toutes les autres, et machinalement, il se mit à fouiller dans ce tas de papiers et de choses, retrouvant pêle-mêle des bouquets, une jarretière, un masque noir, des épingles et des cheveux de brun, de blond, quelques-uns même, s'accrochant à la ferrure de la boîte, se cassaient quand on l'ouvrait. Ainsi flânant parmi ses souvenirs, il examinait les écritures et le style des lettres, aussi variés que leurs orthographes. Elle était tendre ou joviale, facétieuse, mélancolique, il y en avait qui demandaient de l'amour, et d'autres qui demandaient de l'argent. À propos d'un mot, il se rappelait des visages,
2. Certains gestes, un son de voix, quelquefois pourtant il ne se rappelait rien. En effet, ces femmes, accourant à la fois dans sa pensée, s'y gênaient les unes les autres et s'y rapetissaient, comme sous un même niveau d'amour qui les égalisait. Prenant donc à poignée les lettres confondues, il s'amusa pendant quelques minutes à les faire tomber en cascade, de sa main droite dans sa main gauche. Enfin, ennuyé, assoupi, Rodolphe alla reporter la boîte dans l'armoire en se disant: quel tas de blagues! Ce qui résumait son opinion, car les plaisirs, comme des écoliers, dans la cour d'un collège, avaient tellement piétiné sur son cœur, que rien de vert n'y poussait, et ceux qui passaient par là, plus étourdis que les enfants, n'y laissaient pas même, comme eux, son nom gravé sur la muraille. Allons, se dit-il, commençons. Il écrivit: du courage, Emma. Du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. Après tout, c'est vrai, pensa Rodolphe, j'agis dans son intérêt, je suis honnête. Avez-vous mûrement pesé votre détermination? Savez-vous l'abîme où je vous entraînais, pauvre ange? Non, n'est-ce pas? Vous alliez, confiante et folle, croyant au bonheur, à l'avenir. Ah! Malheureux que nous sommes. Insensés. Rodolphe s'arrêta pour trouver ici quelque bonne excuse. Si je lui disais que toute ma fortune est perdue? Ah! Non, et d'ailleurs, cela n'empêcherait rien. Ce serait à recommencer. Plus tard. Est-ce qu'on peut faire entendre raison à des femmes pareilles? Il réfléchit, puis ajouta: je ne vous oublierai pas, croyez-le bien, et j'aurai continuellement pour vous un dévouement profond, mais, un jour, tôt ou tard, cette ardeur, c'est là le sort des choses humaines, se fût diminué, sans doute. Il nous serait venu des lassitudes, et qui sait même si je n'aurais pas eu l'atroce douleur d'assister à vos remords et d'y participer moi-même, puisque je les aurais causés. L'idée seule des chagrins, qui vous arrivent me torture, Emma. Oubliez-moi. Pourquoi faut-il que je vous ai connue? Pourquoi étiez-vous si belle? Est-ce ma faute? Oh mon Dieu! Non, non, n'en accusez que la fatalité. Voilà un mot qui fait toujours de l'effet, se dit-il. Ah! Si vous eussiez été une de ces femmes au cœur frivole comme on en voit, certes, j'aurais pu, par égoïsme, tenter une expérience alors sans danger pour vous. Mais cette exaltation délicieuse, qui fait à la fois votre charme et votre tourment, vous a empêché de comprendre, adorable femme que vous êtes, la fausseté de notre position future. Moi non plus, je n'y avais pas réfléchi d'abord, et je me reposais à l'ombre de ce bonheur idéal, comme à celle du mancenillier, sans prévoir les conséquences. Elle va peut-être croire que c'est, par avarice que j'y renonce. Ah! N'importe. Tant pis, il faut en finir. Le monde est cruel, Emma. Partout où nous eussions été, il nous aurait poursuivis. Il vous aurait fallu subir les questions indiscrètes, la calomnie, le dédain, l'outrage peut-être. L'outrage à vous. Oh! Et moi qui voudrais vous faire asseoir sur un trône. Moi qui emporte votre pensée comme un talisman. Car je me punis par l'exil de tout le mal que je vous ai fait. Je pars. Où? Je n'en sais rien, je suis fou. Adieu. Soyez toujours bonne. Conservez le souvenir du malheureux qui vous a perdu. Apprenez mon nom à votre enfant, qu'il le redise dans ses prières. La mèche des 2 bougies tremblait. Rodolphe se leva pour aller fermer la fenêtre, et, quand il se fut rassis: il me semble que c'est tout. Ah! Encore ceci, de peur qu'elle ne vienne à me relancer. Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes, car j'ai voulu m'enfuir au plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir. Pas de faiblesse. Je reviendrai, et peut-être que, plus tard, nous causerons ensemble très froidement de nos anciennes amours. Adieu. Et il y avait un dernier adieu, séparé en 2 mots, adieu. Ce qu'il jugeait d'un excellent goût. Comment vais-je signer, maintenant? Se dit-il. Votre tout dévoué? Non. Votre ami? Oui, c'est cela. Votre ami. Il relut sa lettre. Elle lui parut bonne. Pauvre petite femme.
pensa-t-il avec attendrissement. Elle va me croire plus insensible qu'un roc, il lui fallut quelques larmes. Là-dessus, mais, moi, je ne peux pas pleurer, ce n'est pas ma faute. Alors, s'étant versé de l'eau dans un verre, Rodolphe y trempa son doigt et il laissa tomber de haut une grosse goutte, qui fit une tache pâle sur l'encre, puis, cherchant à cacheter la lettre, le cachet souligné un morne et le corps souligné se rencontra. Cela ne va guère à la circonstance. Ah bah. N'importe. Après quoi, il fuma 3 pipes et s'alla coucher. Le lendemain, quand il fut debout, vers 2 heures environ, il avait dormi tard. Rodolphe se fit cueillir une corbeille d'abricots. Il disposa la lettre dans le fond, sous des feuilles de vigne, et ordonna tout de suite à Girard, son valet de charrue, de porter cela délicatement chez Madame Bovary. Il se servait de ce moyen pour correspondre avec elle, lui envoyant, selon la saison, des fruits ou du gibier. Si elle te demande de mes nouvelles, dit-il, tu répondras que je suis parti en voyage. Il faut remettre le panier à elle-même, en main propre. Va, et prends garde. Girard passa sa blouse neuve, noua son mouchoir autour des abricots, et marchant à grands pas lourds dans ses grosses galoches ferrées, prit tranquillement le chemin d'Yonville. Madame Bovary, quand il arriva chez elle, arrangeait avec Félicité, sur la table de la cuisine, un paquet de linge. Voilà, dit le valet, ce que notre maître vous envoie. Elle fut saisie d'une appréhension, et, tout en cherchant quelque monnaie dans sa poche, elle considérait le paysan d'un œil hagard, tandis qu'il la regardait lui-même avec ébahissement, ne comprenant pas qu'un pareil cadeau pût tant émouvoir quelqu'un. Enfin il sortit. Félicité restait. Elle n'y tenait plus, elle courut dans la salle comme pour y porter les abricots, renversa le panier, arracha les feuilles, trouva la lettre, l'ouvrit, et, comme s'il y avait eu, derrière elle un effroyable incendie, Emma se mit à fuir vers sa chambre, tout épouvantée. Charles y était, elle l'aperçut, il lui parla, elle n'entendit rien, et elle continua vivement à monter les marches, haletante, éperdue, ivre, et toujours tenant cette horrible feuille de papier, qui lui claquait dans les doigts comme une plaque de tôle. Au second étage, elle s'arrêta devant la porte du grenier, qui était fermée. Alors elle voulut se calmer, elle se rappela la lettre, il fallait la finir, elle n'osait pas. D'ailleurs, où? Comment? On la verrait. Ah! Non, ici, pensa-t-elle, je serai bien. Emma poussa la porte et entra. Les ardoises laissaient tomber d'aplomb une chaleur lourde, qui lui serrait les tempes et l'étouffait, elle se traîna jusqu'à la mansarde close, dont elle tira le verrou, et la lumière éblouissante jaillit d'un bond. En face, par-dessus les toits, la pleine campagne s'étalait à perte de vue. En bas, sous elle, la place du village était vide, les cailloux du trottoir scintillaient, les girouettes des maisons se tenaient immobiles, au coin de la rue, il partit d'un étage inférieur une sorte de ronflement à modulation stridente. C'était Binet qui tournait. Elle s'était appuyée contre l'embrasure de la mansarde, et elle relisait la lettre avec des ricanements de colère. Mais plus elle y fixait d'attention, plus ses idées se confondaient. Elle le revoyait, elle l'entendait, elle l'entourait de ses 2 bras, et des battements de cœur, qui la frappaient sous la poitrine comme à grands coups de bélier, s'accéléraient l'un après l'autre, à intermittence inégale. Elle jetait les yeux tout autour d'elle, avec l'envie que la terre croulât. Pourquoi n'en pas finir? Qui la retenait donc? Elle était libre. Et elle s'avança, elle regarda les pavés en se disant: allons, allons. Le rayon lumineux, qui montait d'en bas directement tirait vers l'abîme le poids de son corps. Il lui semblait que le sol de la place oscillant s'élevait le long des murs, et que le plancher s'inclinait par le bout, à la manière d'un vaisseau qui tangue. Elle se tenait tout au bord, presque suspendue, entourée d'un grand espace. Le bleu du ciel l'envahissait, l'air circulait dans sa tête creuse, elle n'avait qu'à céder, qu'à se laisser prendre, et le ronflement du tour ne discontinuait pas, comme une voix furieuse qui l'appelait. Ma femme. Ma femme.
cria Charles. Elle s'arrêta. Où es-tu donc? Arrive. L'idée qu'elle venait d'échapper à la mort faillit la faire s'évanouir de terreur. Elle ferma les yeux, puis elle tressaillit. Au contact d'une main sur sa manche, c'était Félicité. Monsieur vous attend, madame, la soupe est servie. Et il fallut descendre. Il fallut se mettre à table. Elle essaya de manger. Les morceaux l'étouffaient. Alors elle déplia sa serviette, comme pour en examiner les reprises et voulut réellement s'appliquer à ce travail, compter les fils de la toile. Tout à coup, le souvenir de la lettre lui revint. L'avait-elle donc perdue? Ou la retrouver? Mais elle éprouvait une telle lassitude dans l'esprit, que jamais elle ne put inventer un prétexte à sortir de table. Puis elle était devenue lâche, elle avait peur de Charles, il savait tout, c'était sûr. En effet, il prononça ces mots, singulièrement. Nous ne sommes pas prêts, à ce qu'il paraît, de voir Monsieur Rodolphe. Qui te l'a dit? Fit-elle en tressaillant. Qui me l'a dit? Répliqua-t-il un peu surpris de ce ton brusque. C'est Girard, que j'ai rencontré tout à l'heure à la porte du café. Français. Il est parti en voyage, ou il doit partir. Elle eut un sanglot. Quoi donc t'étonne? Il s'absente ainsi de temps à autre pour se distraire, et, ma foi, je l'approuve. Quand on a de la fortune et que l'on est garçon. Du reste, il s'amuse joliment, notre ami. C'est un farceur. Monsieur Langlois m'a conté. Il se tut par convenance, à cause de la domestique qui entrait. Celle-ci replaça dans la corbeille les abricots répandus sur l'étagère. Charles, sans remarquer la rougeur de sa femme, se les fit apporter, en prit un et mordit à même. Oh! Parfait! Disait-il. Tiens, goûte. Et il tendit la corbeille, qu'elle repoussa doucement. Sens donc, quelle odeur! Fit-il en la lui passant sous le nez à plusieurs reprises. J'étouffe! S'écria-t-elle en se levant d'un bond. Mais, par un effort de volonté, ce spasme disparut, puis. Ça n'est rien, dit-elle, ça n'est rien. C'est nerveux. Assieds. Toi, mange. Car elle redoutait qu'on ne fût à la questionner, à la soigner, qu'on ne la quittât plus. Charles, pour obéir, s'était rassis, et il crachait dans sa main les noyaux des abricots, qu'il déposait ensuite dans son assiette. Tout à coup, un tilbury bleu passa au grand trot sur la place. Emma poussa un cri et tomba roide par terre, à la renverse. En effet, Rodolphe, après bien des réflexions, s'était décidé à partir pour Rouen. Or, comme il n'y a, de la Huchette à Buchy, pas d'autre chemin que celui d'Yonville, il lui avait fallu traverser le village, et Emma l'avait reconnu à la lueur des lanternes qui coupaient comme un éclair le crépuscule. Le pharmacien, au tumulte qui se faisait dans la maison, s'y précipita. La table, avec toutes les assiettes, était renversée, de la sauce, de la viande, les couteaux, la salière et l'huilier jonchaient l'appartement. Charles appelait au secours, Berthe, effarée, criait, et Félicité, dont les mains tremblaient, délaçait Madame, qui avait le long du corps des mouvements convulsifs. Je cours, dit l'apothicaire, chercher dans mon laboratoire, un peu de vinaigre aromatique. Puis, comme elle rouvrait les yeux, en respirant le flacon. J'en étais sûr, fit-il, cela vous réveillerait un mort. Parle-nous, disait Charles, parle-nous. Remets-toi. C'est moi, ton Charles qui t'aime. Me reconnais-tu? Tiens, voilà ta petite fille, embrasse-la donc. L'enfant avançait les bras vers sa mère pour se pendre à son cou. Mais, détournant la tête, Emma dit d'une voix saccadée. Non, non. Personne. Elle s'évanouit encore. On la porta sur son lit. Elle restait étendue, la bouche ouverte, les paupières fermées, les mains à plat, immobile, et blanche comme une statue de cire. Il sortait de ses yeux deux ruisseaux de larmes qui coulaient lentement sur l'oreiller. Charles, debout, se tenait au fond de l'alcôve, et le pharmacien, près de lui, gardait ce silence méditatif qu'il est convenable d'avoir dans les occasions sérieuses de la vie.
Rassurez-vous, dit-il en lui poussant le coude, je crois que le paroxysme est passé. Oui, elle repose un peu maintenant, répondit Charles, qui la regardait dormir. Pauvre femme. Pauvre femme. La voilà. Retombée. Alors Homais demanda comment cet accident était survenu. Charles répondit que cela l'avait saisie tout à coup, pendant qu'elle mangeait des abricots. Extraordinaire, reprit le pharmacien. Mais il se pourrait que les abricots eussent occasionné la syncope. Il y a des natures si impressionnables à l'encontre de certaines odeurs. Et ce serait même une belle question à étudier, tant sous le rapport pathologique que sous le rapport physiologique. Les prêtres en connaissaient l'importance, eux qui ont toujours mêlé des aromates à leur cérémonie. C'est pour vous stupéfier l'entendement et provoquer des extases, chose d'ailleurs facile à obtenir chez les personnes du sexe, qui sont plus délicates que les autres. On en cite qui s'évanouissent à l'odeur de la corne brûlée, du pain tendre. Prenez garde de l'éveiller, dit à voix basse Bovary. Et non seulement, continua l'apothicaire, les humains sont en but à ces anomalies, mais encore les animaux. Ainsi, vous n'êtes pas sans savoir l'effet singulièrement aphrodisiaque que produit le Neptacataria, vulgairement appelé herbe au chat, sur la gent féline, et d'autre part, pour citer un exemple que je garantis authentique, Bridou, un de mes anciens camarades, actuellement établi rue Malpalu, possède un chien qui tombe en convulsion dès qu'on lui présente une tabatière. Souvent même il en fait l'expérience devant ses amis, à son pavillon du bois Guillaume. Croirait-on qu'un simple sternutatoire pût exercer de tels ravages dans l'organisme d'un quadrupède? C'est extrêmement curieux, n'est-il pas vrai? Oui, dit Charles, qui n'écoutait pas. Cela nous prouve, reprit l'autre en souriant avec un air de suffisance bénigne, les irrégularités sans nombre du système nerveux. Pour ce qui est de madame, elle m'a toujours paru, je l'avoue, une vraie sensitive. Aussi ne vous conseillerais-je point, mon bon ami, aucun de ces prétendus remèdes qui, sous prétexte d'attaquer les symptômes, attaquent le tempérament. Non, pas de médicamentation oiseuse. Du régime, voilà tout. Des sédatifs, des émollients, des dulcifiants. Puis, ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être frapper l'imagination? En quoi? Comment? Dit Bovary. Ah! C'est là la question. Telle est effectivement la question, soulignait Thaïs the question. Soulignée comme je lisais dernièrement dans le journal. Mais Emma, se réveillant, s'écria. Et la lettre? Et la lettre? On crut qu'elle avait le délire, elle lut à partir de minuit, une fièvre cérébrale s'était déclarée. Pendant 43 jours, Charles ne la quitta pas. Il abandonna tous ses malades, il ne se couchait plus, il était continuellement à lui tâter le pouls, à lui poser des synapismes, des compresses d'eau froide. Il envoyait Justin jusqu'à Neuchâtel chercher de la glace se fondait en route, il le renvoyait. Il appela Monsieur Canivet en consultation, il fit venir de Rouen le docteur Larivière, son ancien maître, il était désespéré. Ce qui l'effrayait le plus, c'était l'abattement d'Emma, car elle ne parlait pas, n'entendait rien et même semblait ne point souffrir, comme si son corps et son âme se fussent ensemble reposés de toutes leurs agitations. Vers le milieu d'octobre, elle put se tenir assise dans son lit, avec des oreillers derrière elle. Charles pleura quand il la vit manger sa première tartine de confiture. Les forces lui revinrent, elle se levait quelques heures, pendant l'après-midi, et, un jour qu'elle se sentait mieux, il essaya de lui faire, à son bras, un tour de promenade dans le jardin. Le sable des allées disparaissait sous les feuilles mortes, elle marchait, pas à pas, entraînant ses pantoufles, et, s'appuyant de l'épaule contre Charles, elle continuait à sourire. Ils allèrent ainsi jusqu'au fond, près de la terrasse. Elle se redressa lentement, se mit la main devant ses yeux, pour regarder, elle regarda au loin, tout au loin, mais il n'y avait à l'horizon que de grands feux d'herbe, qui fumaient sur les collines. Tu vas te fatiguer, ma chérie, dit Bovary. Et, la poussant doucement pour la faire entrer sous la tonnelle.
assieds-toi donc sur ce banc, tu seras bien. Oh. Non, pas là, fit-elle d'une voix défaillante. Elle eut un étourdissement, et dès le soir, sa maladie recommença, avec une allure plus incertaine, il est vrai, et des caractères plus complexes. Tantôt elle souffrait au cœur, puis dans la poitrine, dans le cerveau, dans les membres, il lui survint des vomissements où Charles crut apercevoir les premiers symptômes d'un cancer. Et le pauvre garçon, par là-dessus, avait des inquiétudes d'argent. 14. D'abord, il ne savait comment faire pour dédommager Monsieur Homais de tous les médicaments pris chez lui, et, quoi qu'il eût pu, comme médecin, ne pas les payer, néanmoins il rougissait un peu de cette obligation. Puis la dépense du ménage, à présent que la cuisinière était maîtresse, devenait effrayante, les notes pleuvaient dans la maison, les fournisseurs murmuraient, Monsieur Lheureux, surtout, le harcelait. En effet, au plus fort de la maladie d'Emma, celui-ci, profitant de la circonstance, pour exagérer sa facture, avait vite apporté le manteau, le sac de nuit, 2 caisses au lieu d'une, quantité d'autres choses encore. Charles eut beau dire qu'il n'en avait pas besoin, le marchand répondit arrogamment qu'on lui avait commandé tous ces articles, et qu'il ne les reprendrait pas. D'ailleurs, ce serait contrarier madame dans sa convalescence. Monsieur réfléchirait, bref, il était résolu à le poursuivre en justice plutôt que d'abandonner ses droits et que d'emporter ses marchandises. Charles ordonna par la suite de les renvoyer à son magasin. Félicité oublia, il avait d'autres soucis, on y pensa plus. Monsieur Lheureux revint à la charge, et, tour à tour menaçant et gémissant, manœuvra de telle façon, que Bovary finit par souscrire un billet à 6 mois d'échéance. Mais à peine eut-il signé ce billet, qu'une idée audacieuse lui surgit, c'était d'emprunter 1000 francs à Monsieur Lheureux. Donc, il demanda, d'un air embarrassé, s'il n'y avait pas moyen de les avoir, ajoutant que ce serait pour 1 an et auto que l'on voudrait. Lheureux courut à sa boutique, en rapporta les écus, et dicta un autre billet, par lequel Bovary déclarait devoir payer à son ordre, le 1er septembre prochain, la somme de 1070 francs, ce qui, avec les 180 déjà stipulés, faisait juste 1250. Ainsi, prêtant à 6%, augmenté d'un quart de commission, et les fournitures lui rapportant un bon tiers pour le moins, cela devait, en 12 mois, donner 130 francs de bénéfice, et il espérait que l'affaire ne s'arrêterait pas là, qu'on ne pourrait payer les billets, qu'on les renouvellerait, et que son pauvre argent, s'étant nourri chez le médecin comme dans une maison de santé, lui reviendrait, un jour, considérablement plus dodu, et gros à faire craquer le sac. Tout, d'ailleurs, lui réussissait. Il était adjudicataire d'une fourniture de cidre pour l'hôpital de Neuchâtel. Monsieur Guillaume lui promettait des actions dans les tourbières de Gruménil, et il rêvait d'établir un nouveau service de diligence entre Arcueil et Rouen, qui ne tarderait pas, sans doute, à ruiner la guimbarde du Lion d'Or, et qui, marchant plus vite, étant à prix plus bas et portant plus de bagages, lui mettrait ainsi dans les mains tout le commerce d'Yonville. Charles se demanda plusieurs fois par quel moyen, l'année prochaine, pouvoir rembourser tant d'argent, et il cherchait, imaginait des expédients, comme de recourir à son père ou de vendre quelque chose. Mais son père serait sourd, et il n'avait, lui, rien à vendre. Alors il découvrait de tels embarras, qu'il écartait vite de sa conscience un sujet de méditation aussi désagréable. Il se reprochait d'en oublier Emma, comme si, toutes ses pensées appartenant à cette femme, c'eût été lui dérobé quelque chose que de n'y pas continuellement réfléchir. L'hiver fut rude. La convalescence de madame fut longue. Quand il faisait beau, on la poussait dans son fauteuil auprès de la fenêtre, celle qui regardait la place, car elle avait maintenant le jardin en antipathie, et la persienne de ce côté restait constamment fermée. Elle voulut que l'on vendît le cheval, ce qu'elle aimait autrefois, à présent lui déplaisait. Toutes ses idées paraissaient se borner aux soins d'elle-même. Elle restait dans son lit à faire de petites collations, sonnait sa domestique pour s'informer de ses tisanes, ou pour causer avec elle. Cependant,
La neige sur le toit des halles jetait dans la chambre un reflet blanc, immobile. Ensuite ce fut la pluie qui tombait. Emma, quotidiennement, attendait, avec une sorte d'anxiété, l'infaillible retour d'événements minimes, qui pourtant ne lui importaient guère. Le plus considérable était, le soir, l'arrivée de l'hirondelle. Alors l'aubergiste criait et d'autres voix répondaient, tandis que le falot d'Hippolyte, qui cherchait des coffres sur la bâche, faisait comme une étoile dans l'obscurité. À midi, Charles rentrait, ensuite il sortait, puis elle prenait un bouillon, et, vers 5 heures, à la tombée du jour, les enfants, qui s'en revenaient de la classe, traînant leurs sabots sur le trottoir, frappaient tous avec leurs règles la cliquette des auvents, les uns après les autres. C'était à cette heure-là, que M. Bournisien venait la voir. Il s'enquérait de sa santé, lui apportait des nouvelles et l'exhortait à la religion dans un petit bavardage câlin qui ne manquait pas d'agrément. La vue seule de sa soutane la réconfortait. Un jour qu'au plus fort de sa maladie elle s'était crue agonisante, elle avait demandé la communion, et, à mesure que l'on faisait dans sa chambre les préparatifs pour le sacrement, que l'on disposait en autel la commode encombrée de sirop et que Félicité semait par terre des fleurs de dahlia, Emma sentait quelque chose de fort passant sur elle, qui la débarrassait de ses douleurs, de toute perception, de tout sentiment. Sa chair allégée ne pesait plus, une autre vie commençait, et il lui sembla que son être, montant vers Dieu, allait s'anéantir dans cet amour commun. Encens allumé qui se dissipe en vapeur. On aspergea d'eau bénite les draps du lit, le prêtre retira du Saint-Ciboire la blanche hostie, et ce fut en défaillant, d'une joie céleste qu'elle avança les lèvres pour accepter le corps du Sauveur qui se présentait. Les rideaux de son alcôve se gonflaient mollement, autour d'elle, en façon de nuée, et les rayons des 2 cierges brûlant sur la commode lui parurent être des gloires éblouissantes. Alors elle laissa retomber sa tête, croyant entendre dans les espaces le chant des harpes séraphiques, et apercevoir en un ciel d'azur, sur un trône d'or, au milieu des saints tenant des palmes vertes, Dieu, le Père tout éclatant de majesté, et qui d'un signe faisait descendre vers la terre des anges aux ailes de flamme pour l'emporter dans leurs bras. Cette vision splendide demeura dans sa mémoire comme la chose la plus belle qu'il fût possible de rêver, si bien qu'à présent elle s'efforçait d'en ressaisir la sensation, qui continuait cependant, mais d'une manière moins exclusive, et avec une douceur aussi profonde. Son âme, courbatue d'orgueil, se reposait enfin dans l'humilité chrétienne, et, savourant le plaisir d'être faible, Emma contemplait en elle-même la destruction de sa volonté, qui devait faire aux envahissements de la grâce une large entrée. Il existait donc à la place du bonheur des félicités plus grandes, un autre amour au-dessus de tous les amours, sans intermittence ni fin, et qui s'accroîtrait éternellement. Elle entrevit, parmi les illusions de son espoir, un état de pureté flottant au-dessus de la terre, se confondant avec le ciel, et où elle aspira d'être. Elle voulut devenir une sainte. Elle acheta des chapelets, elle porta des amulettes, elle souhaitait avoir dans sa chambre, au chevet de sa couche, un reliquaire enchâssé d'émeraude, pour le baiser tous les soirs. Le curé s'émerveillait de ces dispositions, bien que la religion d'Emma, trouvait-il, pût, à force de ferveur, finir par friser l'hérésie et même l'extravagance. Mais, n'étant pas très versé dans ces matières sitôt qu'elle dépassait une certaine mesure, il écrivit à M. Boulard, libraire de Monseigneur, de lui envoyer quelque chose de fameux pour une personne du sexe, qui était pleine d'esprit. Le libraire, avec autant d'indifférence que s'il eût expédié de la quincaillerie à des nègres, vous emballa pêle mêle tout ce qui avait cours, pour leur dans le négoce des livres pieux. C'étaient de petits manuels, par demande et par réponse, des pamphlets d'un ton rogue dans la manière de M. de Maistre, et des espèces de romans à cartonnage rose et à style douceâtre, fabriqués par des séminaristes troubadours ou des bas bleus repentis. Il y avait le souligné, pensez-y bien souligné, souligné l'homme du monde au pied de Marie souligné, par M. de, décoré de plusieurs ordres, souligné des erreurs de Voltaire, à l'usage des jeunes gens soulignés, etc. Madame Bovary n'avait pas encore l'intelligence assez nette pour
s'appliquer sérieusement à n'importe quoi. D'ailleurs, elle entreprit ses lectures avec trop de précipitation. Elle s'irrita contre les prescriptions du culte, l'arrogance des écrits polémiques lui déplut par leur acharnement à poursuivre des gens qu'elle ne connaissait pas, et les contes profanes relevés de religion lui parurent écrits dans une telle ignorance du monde, qu'ils l'écartèrent insensiblement des vérités dont elle attendait la preuve. Elle persista pourtant, et, lorsque le volume lui tombait des mains, elle se croyait prise par la plus fine mélancolie catholique qu'une âme éthérée put concevoir. Quant au souvenir de Rodolphe, elle l'avait descendu tout au fond de son cœur, et il restait là, plus solennel et plus immobile qu'une momie de roi dans un souterrain. Une exhalaison s'échappait de ce grand amour embaumé et qui, passant à travers tout, parfumait de tendresse l'atmosphère d'immaculation où elle voulait vivre. Quand elle se mettait à genoux, sur son prie-dieu gothique, elle adressait au Seigneur les mêmes paroles de suavité qu'elle murmurait jadis à son amant, dans les épanchements de l'adultère. C'était pour faire venir la croyance, mais aucune délectation ne descendait des cieux, et elle se relevait, les membres fatigués, avec le sentiment vague d'une immense duperie. Cette recherche, pensait-elle, n'était qu'un mérite de plus, et dans l'orgueil de sa dévotion, Emma se comparait à ces grandes dames d'autrefois, dont elle avait rêvé la gloire, sur un portrait de la Vallière, et qui, traînant avec tant de majesté la queue chamarrée de leur longue robe, se retiraient en des solitudes pour y répandre aux pieds du Christ toutes les larmes d'un cœur que l'existence blessait. Alors, elle se livra à des charités excessives. Elle cousait des habits pour les pauvres, elle envoyait du bois aux femmes en couche, et Charles, un jour en rentrant, trouva dans la cuisine 3 vauriens attablés, qui mangeaient un potage. Elle fit revenir à la maison sa petite fille, que son mari, durant sa maladie, avait renvoyée chez la nourrice. Elle voulut lui apprendre à lire, Berthe avait beau pleurer, elle ne s'irritait plus. C'était un parti pris de résignation, une indulgence universelle. Son langage, à propos de tout, était plein d'expressions idéales. Elle disait à son enfant: « Ta colique est-elle passée, mon ange ?» Madame Bovary mère ne trouvait rien à blâmer, sauf peut-être cette manie de tricoter des camisoles pour les orphelins, au lieu de raccommoder ses torchons. Mais, harassée de querelles domestiques, la bonne femme se plaisait en cette maison tranquille, et même elle y demeura jusqu'après Pâques, afin d'éviter les sarcasmes du père Bovary, qui ne manquait pas, tous les vendredis saints, de se commander une andouille. Outre la compagnie de sa belle-mère, qui la raffermissait un peu par sa rectitude de jugement et ses façons graves, Emma, presque tous les jours, avait encore d'autres sociétés. C'était Madame Langlois, Madame Caron, Madame Dubreuil, Madame Tuvacher, régulièrement, de 2 à 5 heures, l'excellente Madame Homais, qui n'avait jamais voulu croire, celle-là, à aucun des cancans que l'on débitait sur sa voisine. Les petits Homais aussi venaient là voir, Justin les accompagnait. Il montait avec eux dans la chambre, et il restait debout près de la porte, immobile, sans parler. Souvent même, Madame Bovary, n'y prenant garde, se mettait à sa toilette. Elle commençait par retirer son peigne, en secouant sa tête d'un mouvement brusque, et, quand il aperçut la première fois cette chevelure entière, qui descendait jusqu'au jarret en déroulant ses anneaux noirs, ce fut pour lui, le pauvre enfant, comme l'entrée subite dans quelque chose d'extraordinaire et de nouveau dont la splendeur l'effraya. Emma, sans doute, ne remarquait pas ces empressements silencieux, ni ces timidités. Elle ne se doutait point que l'amour, disparu de sa vie, palpitait là, près d'elle, sous cette chemise de grosse toile, dans ce cœur d'adolescent ouvert aux émanations de sa beauté. Du reste, elle enveloppait tout maintenant d'une telle indifférence, elle avait des paroles si affectueuses et des regards si hautains, des façons si diverses, que l'on ne distinguait plus l'égoïsme de la charité, ni la corruption de la vertu. Un soir, par exemple, elle s'emporta contre sa domestique, qui lui demandait à sortir et balbutia en cherchant un prétexte, puis tout à coup: « Tu l'aimes donc ?» dit-elle. Et, sans attendre la réponse de Félicité, qui rougissait elle, ajouta d'un air triste: « Allons,
Cours-y. Amuse-toi. Elle fit, au commencement du printemps, bouleverser le jardin d'un bout à l'autre, malgré les observations de Bovary, il fut heureux, cependant de lui voir enfin manifester une volonté quelconque. Elle en témoigna davantage à mesure qu'elle se rétablissait. D'abord, elle trouva moyen d'expulser la mère au lait, la nourrice, qui avait pris l'habitude, pendant sa convalescence, de venir trop souvent à la cuisine, avec ses 2 nourrissons et son pensionnaire, plus endenté qu'un cannibale. Puis elle se dégagea de la famille Homais, congédia successivement toutes les autres visites et même fréquenta l'église, avec moins d'assiduité, à la grande approbation de l'apothicaire, qui lui dit alors, amicalement: vous donniez un peu dans la calotte. Monsieur Bournisien, comme autrefois, survenait tous les jours, en sortant du catéchisme. Il préférait rester dehors, à prendre l'air. Au milieu du bocage, il appelait ainsi la tonnelle. C'était l'heure où Charles rentrait. Ils avaient chaud, on apportait du cidre doux, et ils buvaient ensemble au complet rétablissement de Madame. Binet se trouvait là, c'est-à-dire un peu plus bas, contre le mur de la terrasse, à pêcher des écrevisses. Bovary l'invitait à se rafraîchir, et il s'entendait parfaitement à déboucher les cruchons. Il faut, disait-il en promenant autour de lui et jusqu'aux extrémités du paysage un regard satisfait, tenir ainsi la bouteille d'aplomb sur la table, et, après que les ficelles sont coupées, pousser le liège à petits coups, doucement, doucement, comme on fait, d'ailleurs, à l'eau de seltz, dans les restaurants. Mais le cidre, pendant sa démonstration, souvent leur jaillissait en plein visage, et alors l'ecclésiastique, avec un rire opaque, ne manquait jamais cette plaisanterie. Sa bonté saute aux yeux. Il était brave homme, en effet, et même, un jour, ne fut point scandalisé du pharmacien, qui conseillait à Charles, pour distraire madame, de la mener au théâtre de Rouen voir l'illustre ténor Lagardy. Homme s'étonnant de ce silence, voulut savoir son opinion, et le prêtre déclara qu'il regardait la musique comme moins dangereuse pour les mœurs que la littérature. Mais le pharmacien prit la défense des lettres. Le théâtre, prétendait-il, servait à fonder les préjugés, et, sous le masque du plaisir, enseignait la vertu. Soulignait Castigari dans Domor souligné, Monsieur Bournisien. Ainsi, regardez. La plupart des tragédies de Voltaire, elles sont semées habilement de réflexions philosophiques, qui en font pour le peuple une véritable école de morale et de diplomatie. Moi, dit Binet, j'ai vu autrefois une pièce intitulée Le souligné gamin de Paris souligné, où l'on remarque le caractère d'un vieux général qui est vraiment tapé. Il rembarre un fils de famille qui avait séduit une ouvrière, qui à la fin. Certainement, continuait Homais, il y a la mauvaise littérature. Comme il y a la mauvaise pharmacie, mais condamnée en bloc le plus important des beaux-arts me paraît une balourdise, une idée gothique, digne de ces temps abominables où l'on enfermait Galilée. Je sais bien, objecta le curé, qu'il existe de bons ouvrages, de bons auteurs, cependant, ne serait-ce que ces personnes de sexe différents réunis dans un appartement enchanteur, orné de pompes mondaines, et puis ces déguisements païens, ce phare, ces flambeaux, ces voix efféminées, tout cela doit finir par engendrer un certain libertinage d'esprit et vous donner des pensées déshonnêtes, des tentations impures. Telle est du moins l'opinion de tous les pères. Enfin, ajouta-t-il en prenant subitement un ton de voix mystique, tandis qu'il roulait sur son pouce une prise de tabac, si l'Église a condamné les spectacles, c'est qu'elle avait raison, il faut nous soumettre à ce décret. Pourquoi, demanda l'apothicaire, excommunie-t-elle les comédiens? Car, autrefois, ils concouraient ouvertement aux cérémonies du culte. Oui, on jouait, on représentait au milieu du cœur des espèces de farcaples et mystères, dans lesquels les lois de la décence souvent se trouvaient offensées. L'ecclésiastique se contenta de pousser un gémissement, et le pharmacien poursuivit. C'est comme dans la Bible, il y a, savez-vous, plus d'un détail piquant, des choses vraiment gaillardes. Et, sur un geste d'irritation, que faisait Monsieur Bournisien. Ah!
vous conviendrez que ce n'est pas un livre à mettre entre les mains d'une jeune personne, et je serais fâché qu'Athalie. Mais ce sont les protestants, et non pas nous, s'écria l'autre, impatienté, qui recommande la Bible. N'importe. Dit Homais, je m'étonne que, de nos jours, en un siècle de lumière, on s'obstine encore à proscrire un délassement intellectuel qui est inoffensif, moralisant et même hygiénique. Quelquefois, n'est-ce pas, docteur? Sans doute, répondit le médecin nonchalamment, soit que, ayant les mêmes idées, il voulut n'offenser personne, ou bien qu'il n'eût pas d'idées. La conversation semblait finie, quand le pharmacien jugea convenable de pousser une dernière botte. J'en ai connu, des prêtres, qui s'habillaient en bourgeois pour aller voir gigoter des danseuses. Allons donc, fit le curé. Ah, j'en ai connu. Et, séparant les syllabes de sa phrase, Homais répéta. J'en ai connu. Eh bien, ils avaient tort, dit Bournisien résigné à tout entendre. Parbleu. Ils en font bien d'autres, exclama l'apothicaire. Monsieur, reprit l'ecclésiastique avec des yeux si farouches, que le pharmacien en fut intimidé. Je veux seulement dire, répliqua-t-il alors d'un ton moins brutal, que la tolérance est le plus sûr moyen d'attirer les âmes à la religion. C'est vrai, concéda le bonhomme en se rasseyant sur sa chaise. Mais il n'y resta que 2 minutes. Puis, dès qu'il fut parti, monsieur Homais dit au médecin. Voilà ce qui s'appelle une prise de bec. Je l'ai roulé, vous avez vu, d'une manière. Enfin, croyez-moi, conduisez madame au spectacle, ne serait-ce que pour faire une fois dans votre vie enrager un de ces corbeaux-là, saprelotte. Si quelqu'un pouvait me remplacer, je vous accompagnerais moi-même. Dépêchez-vous. Lagardy ne donnera qu'une seule représentation, il est engagé en Angleterre à des appointements considérables. C'est, à ce qu'on assure, un fameux lapin. Il roule sur l'or. Il mène avec lui 3 maîtresses et son cuisinier. Tous ces grands artistes brûlent là. Chandelle par les 2 bouts, il leur faut une existence dévergondée qui excite un peu l'imagination. Mais il meurt à l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit, étant jeunes, de faire des économies. Allons, bon appétit, à demain.